transformation numérique et les patrons, les dirigeants à la manœuvre. Christophe Dezay, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes consultant, chercheur en résidence à l'École de Paris du Management. Donc c'est affilié à Mines ParisTech, même si c'est autonome de Mines ParisTech. Ouvrage génial. Voilà. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a des témoignages de grands patrons qui se confient, que vous savez interroger. Voilà. Alors on va peut-être citer un peu quelques-uns des grands patrons que vous avez interrogés. En l'occurrence, Maurice Lévy, Jean-Louis Beffat, Alexandre Ricard. Ouais. Donc le recteur de l'Académie de Versailles, voilà, que vous considérez comme un grand patron. Donc c'est quand même une grosse entité, hein, c'est 5 milliards de budget, donc ouais, effectivement, ça fait quand même quelque chose à gérer. Si on parle de gestion, oui, tout à fait. Et puis des patrons de TI comme Frédéric Lippi ou comme Anne Lenchen, la patronne des cuisines Schmitt, ouais, qui sont deux exemples de transformation absolument incroyables. Incroyable. On va droit au but, ils sont à la manœuvre. Voilà, oui, c'est ça. D'abord, le premier résultat de votre ouvrage, c'est qu'ils sont à la manœuvre. Ils ne sont pas du tout découpés l'ancien monde et s'intéressent au nouveau monde. Tout à fait. Alors ça, c'est un petit peu le point de départ de ce livre, qui est un livre un peu énervement. Ouais. J'en ai quand même un peu assez qu'à chaque fois qu'on parle du numérique, Startup Nation, c'est pas pour vous. Il faut absolument aller interroger quelqu'un qui a fait une start-up, etc. Ou alors Monsieur Google. Ces deux-là ont le droit d'exister, c'est absolument entendu, mais ça serait quand même bien d'interroger les autres. Ouais. Et puis il y a une autre chose, c'est quand on parle de transformation digitale, on dit c'est tellement important qu'il faut forcément lancer des projets avec le soutien du plus haut chef possible. Donc on a obtenu, aujourd'hui tout le monde a donné son imprimature à transformation digitale, mais avec un gros sous-entendu, c'est oui, ils l'ont fait, mais derrière, finalement, ils ne suivent pas, ils ne comprennent pas grand-chose, etc. L'enseignement du livre, alors avec un biais méthodologique, je n'ai interrogé que ceux que j'ai interrogés et ceux qui n'ont pas voulu ou qui ne l'ont pas fait, mais ceux-là, à 100%, sont vraiment à la manœuvre. Ils sont engagés. Et ça, c'est un signe absolument important. Alors à la manœuvre, pas forcément comme tout le monde l'entend, pas forcément comme tous leurs collaborateurs l'espèrent. Ouais. Ils sont à la manœuvre sur le plan stratégique, et ça, c'est pour moi un enseignement qui est absolument incroyable, parce qu'un peu inattendu, je ne l'espérais même plus, c'est le grand retour du stratégique dans l'entreprise. Après des années, plusieurs décennies de mondialisation où finalement, dupliquer un modèle dans le monde, ça pose plein de problèmes opérationnels et tactiques, mais sur le plan stratégique, une fois qu'on a dit ça, c'est fini. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on est sur des questions existentielles. Est-ce qu'on existera dans 5 ans ? Eh bien, pour répondre à cette question-là, évidemment que le patron, il a intérêt à avoir quelques idées sur la question. Il n'est pas seul à discuter de ça, mais il a intérêt à vraiment être à la manœuvre, et il est à la manœuvre. Par contre, il ne faut pas l'attendre sur le détail de la transformation digitale dans les arcanes, car ce n'est pas son sujet. Et là-dessus, Jacques Aschenbroich, le patron de Valeo, explique ça très bien. L'entreprise, l'usine de demain, parce que je ne sais pas ce que c'est que l'usine 4.0, évidemment on est dedans sur tous nos sites, dans le monde et à terrain. Je ne m'en occupe pas parce que c'est le rôle de l'ensemble de l'entreprise, c'est des milliers de personnes qui s'occupent de ça et ça marche bien. Par ici ou par là, on a un mois de retard, ce n'est pas vraiment un problème. Et on est plutôt en avance sur les autres. Par contre, il y a la deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que demain, on aura plus de clients ? Est-ce que les clients avec lesquels on est auront des difficultés ? Ou est-ce qu'il faut qu'on se situe, dans quelle technologie il faut qu'on investisse? Alors là, je suis à la manœuvre, et je suis à la manœuvre, une fois de plus, pas tout seul, mais forcément que j'ai un avis là-dessus. Plusieurs points forts et intéressants. Le premier, c'est un véritable appétit de croissance, c'est-à-dire ça recrée du désir de croissance, ce qui est évoqué dans votre ouvrage. Et le deuxième, c'est rarement confié à un CDO, c'est-à-dire ils s'en chargent eux-mêmes, quoi. Enfin, ils ne sont pas du tout dupes de ce que peut apporter un CDO. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais souvent il n'y en a pas. Et de toute façon, ce n'est pas là que ça se réglera, c'est leur problème. Alors, l'appétit de croissance, c'est Jean-Louis Beffat qui le cite à juste titre. Les grands groupes ont classiquement cru, enfin classique, je ne parle pas de ceux de la tech, ont classiquement cru, y compris par rachat, installation dans certains pays, donc ça fait des taux de croissance
gentils, sympathiques, mais rien à voir avec vraiment des effets de multiplicateurs. Et donc là, effectivement, quand on voit les valorisations en bourse, c'est ça qui excite un petit peu tout. Bien sûr. Quand vous voyez qu'une boîte qui existait pas 3 ans plus tôt devient 5 fois plus valorisée que vous, vous vous dites là, c'est quoi la différence? La différence, c'est la promesse de croissance. Alors, la promesse, hein. Et donc il y a un appétit de croissance. Et pour citer quelqu'un d'autre, parce que j'ai voulu interroger des grands patrons de grandes entreprises, des plus petites, des plutôt jeunes, des plutôt anciens, qui avaient tout l'historique. Certains ne sont plus réellement patrons, mais ils sont administrateurs. Et donc ça, c'est un autre rôle important, c'est ce qui se passe au niveau des conseils d'administration. Et si je reviens à un grand patron, sur la question de je ne sais plus ce que vous me disiez tout à l'heure. Sauter sur la conquête. Oui, sur la conquête. Et le CDO. Et l'absence de CDO, enfin pas l'absence, mais en tout cas, c'est pas une mission déléguée au CDO. Un des plus anciens, je reviens juste sur un des plus anciens sans doute, c'est Jean-Charles Naouri, encore en activité. Ouais. J'ai trouvé un homme, mais prêt à en découdre avec délectation, quoi. Ouais. Et ils ont lancé des quantités d'innovations sur ces 2 dernières années, mais c'est absolument incroyable. Donc une revivification de la stratégie, ça c'est absolument important. Et l'idée d'ailleurs que c'est parfois avec des investissements qui ne sont pas si lourds. Hein. On évoque 50 000 € comme ticket d'entrée, en disant voilà, on peut se permettre de prendre le risque d'échouer et on retente. Ah, tout à fait. Alors si je reviens sur les CDO, alors ça c'est très varié. En fait, il y en a qui en installent, d'autres qui n'en installent pas. Mais à peu près tout le monde est d'accord pour dire de toute façon c'est provisoire. Et je fais un lien dans le livre, mais enfin, si vous vous souvenez peut-être, à la fin des années 90, on avait vu arriver des directeurs du e-commerce ou surtout du e-business. Et puis rattaché au président, bien sûr, etc. Et puis ça a fait 2 ans, 3 ans, et pas plus. Ça peut être tout à fait utile. Dans des endroits, c'est utile, dans d'autres, ça ne l'est pas, mais de toute façon, c'est relativement provisoire. 2 idées fortes parmi les innombrables idées qui fourmillent dans l'ouvrage. Mutualisation des actifs et supply chain au cœur du sujet. C'est-à-dire que c'est le physique qui est finalement absolument stratégique. Alors la mutualisation au sens où on s'aperçoit, surtout dans des marchés mûrs et surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent à investir au sens prise de risque, et vous vous dites mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont mal utilisées ? Et la plupart des grands succès, Uber et compagnie, Airbnb par exemple, c'est bien ça. C'est si j'arrive à mobiliser des appartements dormants, des voitures dormantes, forcément, là, il y a quelque chose qui est absolument de l'ordre du magique. J'ai des effets démultiplicateurs. Ces patrons l'ont bien compris et tous, quasiment, essayent de réfléchir dans leurs activités, quelles sont les ressources qui sont mal utilisées chez moi, chez mes partenaires, chez mes clients, et que je pourrais essayer de mobiliser. Et ça, quand on y arrive, c'est un effet qui est x10 de la simple numérisation. Parce que la numérisation, c'est souvent des réseaux. Si on arrive à mobiliser des réseaux lointains auxquels on ne pensait pas, qu'on ne pouvait pas mobiliser, là, ces effets-là sont absolument magistraux. Quand on n'est pas sur ces effets-là, on a des effets tout à fait intéressants, mais très inférieurs. D'accord. Voilà. Et la supply chain ? Et la supply chain, alors ça c'est clair, alors c'est en lien avec autre chose qui est aujourd'hui, le digital abaisse à peu près toutes les frontières. N'importe qui peut venir sur votre métier. Bon. La seule frontière qui reste, c'est votre maîtrise du client. Donc si vous racontez des promesses extraordinaires aux clients et que demain, excusez-moi l'expression, mais ça se vautre littéralement, c'est-à-dire que au premier mail qu'il reçoit, de toute façon ça ne va pas, il va aller ailleurs. Donc il faut vraiment que ce soit de bout en bout, et ça je pourrais le redire sur une autre manière, c'est ils ont à peu près tous compris, peut-être pas tous, mais c'est qu'en fait, le digital, c'est à la fois une fragmentation et c'est à la fois très global. Et donc, il faut se battre sur tous les fronts. En même temps. Et c'est ça qui est absolument impressionnant et qu'ils ont mis du temps pour certains à comprendre, pour les plus anciens, et qu'aujourd'hui, les autres ont parfaitement compris. Alexandre Ricard, mais il est dedans, il a la quarantaine. Enfin, voilà, même s'il est à la tête d'un très, très grand groupe, ça ne lui a pas échappé. Et la logistique, de ce point de vue-là, est un élément parmi d'autres. C'est finalement, vous ne pouvez pas faire la fameuse expérience client si vous n'êtes pas irréprochable bout en bout. Et il y a quand même des secteurs auxquels on pense qui continuent de nous envoyer plein d'emails ou de choses qui ne sont absolument pas raccord avec... Dernier point, parmi l'ensemble de ces points, mais qui touche aux clients, créateurs de contenu.
Ils se vivent tous comme créateurs de contenu. Pernod Ricard, c'est créateur de contenu. Bah bien sûr, parce que si vous ne créez pas des contenus pour avoir des communautés de gens fidèles, etc., vous êtes à la merci d'Alexa demain qui va vous répondre à un client, trouve-moi une bouteille de whisky, il va lui trouver la moins chère. Si effectivement vous avez un tel contenu qui fait que, eh ben Alexa va finir par mettre quand même dans les classements, on vient éventuellement des classements, qui est une notion que vous connaissez bien, on va essayer de remonter un petit peu parce qu'il y a de la valeur. Et donc le contenu, c'est absolument essentiel. Et pour des entreprises importantes, c'est une vraie révolution. Pour des petites entreprises, des ETI, c'est énorme. Et aujourd'hui, la difficulté particulière, c'est qu'elles doivent continuer à faire de la pub très chère sur TF1 ou d'autres, et en même temps, gérer des contenus, avoir des équipes de plus en plus pléthoriques sur tous les réseaux sociaux, etc. Ça fait des coûts considérables et ça fait internaliser des métiers auxquels on n'avait même pas conscience qu'ils puissent exister. Ouais. Donc on revient là encore sur la stratégie par rapport à ces décennies où le but du jeu c'était de se concentrer sur le cœur business dont on ne sait pas trop ce que c'est, et puis tout le reste ça pouvait partir. Là on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui n'avaient apparemment rien à voir avec le core business, comme raconter une belle histoire. Mais oui, mais c'est absolument ce que les gens veulent comme clients, entendre comme clients, et si on ne sait pas faire ça, ben on a des fortes chances de disparaître. Bon, ça fait une conclusion. En même temps, ils n'ont pas trop peur d'être ubérisés, hein. Mais je note l'allusion à la télévision, puisque ça figure dans l'ouvrage, et plus personne ne regarde la télévision, donc il faut vraiment compter des histoires. Alors c'est plus compliqué que ça, c'est que certains continuent de regarder la télévision, mais en regardant aussi d'autres choses, voilà. Etc. Donc voilà, c'est extrêmement complexe. En tout cas, c'est un peu plus complexe que ce qu'on veut bien dire, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez des gestions même financières de biseau. Quand vous avez le coût d'avant et puis le coût du futur à payer en même temps, c'est pas forcément toujours trivial. La transformation numérique et les patrons, les dirigeants à la manœuvre. Christophe Dezay, École de Paris du Management, merci infiniment. Merci.